Dans l'émission spéciale d'aujourd'hui, je vais révéler les secrets de certaines illusions parmi les plus dangereuses et impossibles réalisées par des magiciens célèbres devenus virales sur Internet. Après un moment avec les participants sur le toit de l'hôtel Dynamo, il a mentionné vouloir leur montrer quelque chose avant la dangereuse chute mortelle. Il est monté sur le toit et a sauté sans hésiter. Un bruit soudain d'impact a retenti, puis un silence total s'est installé, alors que la peur envahissait l'atmosphère face à ce qui venait de se passer. En regardant en bas depuis le rebord, Dynamo semblait inerte sur le sol. Puis il a réalisé l'impossible. Après quelques secondes, il s'est lentement relevé, ce qui était totalement incroyable. Il a fait craquer sa nuque et est parti comme si de rien n'était. C'est sûrement l'une des illusions les plus folles faites par Dynamo. Beaucoup pensent que Dynamo utilisait des fils cachés pour sauter du toit, atterrir sans danger puis s'en défaire avant que la foule ne remarque la supercherie. Certains vont même jusqu'à dire que le fait que sa sécurité bloque le bord juste après le saut est suspect. Mais cette idée pose un gros problème, même avec des fils. Ce serait une cascade mortelle. La séquence où Dynamo monte sur la corniche puis apparaît au sol dure environ 6 secondes et demie, sans coupure ni montage. Le bruit de l'impact se produit seulement 2 secondes après qu'il ait sauté. Maintenant, l'hôtel Shangri-La à Santa Monica, où cela s'est produit, fait environ 15 mètres, soit 50 pieds de haut, ce qui correspond à une chute de 7 étages. Tomber d'une telle hauteur prend environ 1,75 secondes en chute libre, idéalement donc 2 secondes correspondent assez bien. Cela signifie que s'il est vraiment tombé, il chutait à environ 17 mètres par seconde. S'il avait été stoppé par un câble ou un coussin gonflable sur un demi-mètre, la décélération aurait atteint 30 G, une force pouvant gravement blesser ou tuer. Si un câble vous attrapait à cette vitesse, vous percuteriez sûrement le bâtiment. Même un coussin gonflable n'assurerait pas la sécurité dans un espace réduit. Manquez la cible d'un pied et c'est fini pour vous. De plus, il n'y a aucun signe de coussin gonflable, et il aurait été bien trop grand pour être retiré en quelques secondes sans être vu. Ces théories paraissent non seulement irréalistes, mais aussi dangereuses. Parlons de ce que nous savons. D'abord, Dynamo a vraiment sauté du bâtiment. Nous pouvons le voir sous 3 angles différents. Un depuis le toit avec les spectateurs, un autre depuis le téléphone d'un spectateur filmant de côté, et un troisième depuis une caméra placée loin, montrant Dynamo en train de descendre du rebord avec la foule dans le même cadre. Deuxièmement, on voit clairement quelqu'un atterrir, ce n'est ni un mannequin ni une doublure, et cette personne se relève, se tourne vers la foule, et c'est Dynamo. Cela peut également être entendu dans les témoignages des spectateurs qui n'étaient pas des complices de ce qu'ils ont vu. Il a sauté du bâtiment et est parti comme si de rien n'était. Il s'est relevé et a marché, je suis encore sous le choc, je n'arrive pas à y croire. Donc la vraie question devient, où a-t-il réellement atterri ? Avant de répondre, écoutez cet extrait attentivement. De la musique joue depuis les haut-parleurs sur le toit jusqu'à la seconde même où le bruit de l'impact retentit, puis c'est le silence total. Ce bruit d'impact provenait du haut-parleur lui-même, pas de l'impact de Dynamo. Ce n'était pas un véritable atterrissage, c'était un effet sonore ajouté, parfaitement synchronisé pour vendre l'illusion. On pourrait penser que la musique a été arrêtée pour des raisons de sécurité, mais c'est faux, elle continue après son saut. Elle s'arrête seulement à l'impact. Réécoutez cet extrait, vous le verrez. C'est pourquoi il n'existe aucune séquence montrant la chute totale de Dynamo. Chaque angle s'interrompt juste après avoir quitté la corniche. Même le caméraman qui filmait de l'autre côté de la rue, dont le seul travail était de capturer la chute, détourne intentionnellement la caméra juste avant que l'on puisse voir quoi que ce soit d'important. Mais il y a encore un point qui cloche. On sait que Dynamo ne peut pas atterrir au sol en 2 secondes sans dévoiler son astuce dans des conditions aussi serrées. Donc si Dynamo n'a jamais atterri, qui avons-nous vu se relever ? Pour expliquer cela, le tour de téléportation de Cyril offre l'exemple parfait pour illustrer ce concept. Voici comment le tour de Cyril s'est déroulé. Il traverse la foule, monte sur une plateforme surélevée, lance un drap blanc et disparaît. Puis, au même instant, le drap vole vers une tour où Cyril apparaît derrière la fumée. La disparition est simple. La plateforme avait une base creuse, extensible, et une découpe recouverte de tissu à l'arrière. Cyril est simplement tombé dedans. On peut en fait apercevoir la bosse sous la plateforme quand il saute dedans.
Alors, qui était la personne en haut de la tour? Eh bien, c'était vraiment Cyril, mais pas en temps réel. Voici le secret. Nous, téléspectateurs, voyons des images légèrement montées. Près de 90% du tour est réel et diffusé en direct. Les 10% restants ont été filmés ensuite et intégrés au montage. Observez quand la caméra passe de la plateforme à la tour. Notez que lorsque la fumée apparaît, une personne monte à l'échelle, mais son visage est caché. Soudain coupure, Cyril apparaît devant la fumée et enlève ses lunettes. Le gros plan a été filmé à part. En direct, une doublure sur la tour portait des lunettes de soleil pour cacher son visage. Le public ne voyait pas la différence. Maintenant, revenons à Dynamo. Le saut initial que le public a vu en direct était réel, mais l'homme que nous voyons au sol, ce n'était pas Dynamo. C'était un sosie avec des traits similaires, habillé exactement comme lui, mais avec le visage tourné vers le sol, et il était déjà dans cette position avant même que Dynamo ne saute. Ensuite, dans les plans de face et de dessus suivants, le zoom est bien plus rapproché et on voit enfin Dynamo se relever et regarder la caméra. Encore une fois, ces images ont été filmées plus tard, lorsque la zone avait été dégagée. Où est-il allé après avoir sauté? C'est ce que le caméraman sur le toit dissimule en détournant la caméra après le saut. Dynamo portait un harnais, comme les doublures dans les films, mais les câbles ne sont pas effacés en post-production. Ce sont les mêmes câbles que ceux utilisés par David Copperfield pour la lévitation. Ces câbles en Kevlar renforcés d'acier inoxydable, solide mais quasi invisible, expliquent pourquoi il a choisi de faire ce tour la nuit. La lumière du jour pourrait les révéler. En réalisant la performance de nuit avec des câbles assortis à la couleur du mur et en maintenant les spectateurs à distance grâce à sa sécurité, Dynamo a pu sauter et se balancer en toute sécurité jusqu'au sol, juste en dessous du toit. Il y a un grand espace ouvert juste en dessous où plusieurs assistants attendaient avec un matelas gonflable pour le rattraper. Et c'est pourquoi le caméraman se décale soudainement sur le côté en plein saut pour éviter de montrer l'endroit sous la corniche où Dynamo se cachait. L'illusion célèbre de la femme disparue. Le magicien fait monter son assistante dans une boîte à l'intérieur de laquelle elle se cache. Après avoir refermé le couvercle, il démonte la boîte et dès que la dernière moitié tombe, la femme réapparaît soudainement de l'intérieur. Quel est le secret de cette illusion? Il n'y a aucun moyen possible pour l'assistante de se cacher à l'intérieur de ces segments. Eh bien, le fait de diviser la boîte en différents segments n'était qu'une diversion. L'assistante se dissimule habilement dans l'échelle et là où la boîte la touche. Mais comment parvient-elle à entrer dans cet espace? Observez quand le magicien met sa main dans la boîte pour agir discrètement avant de refermer le couvercle. Ce qu'il a fait ici peut être mieux compris si nous revenons en arrière au moment où l'assistante sautait dans la boîte. Voici le mécanisme interne de la boîte. Vous pouvez voir qu'il y a un panneau qui ne s'ouvre qu'à moitié, permettant à la femme de glisser directement dans le compartiment creux, ici. Une fois qu'elle est à l'intérieur, le magicien doit, à la main, refermer ce panneau pour qu'il ne soit pas visible lorsqu'il divise la boîte en 5 segments. Maintenant, pour faire apparaître la femme, le processus est exactement le même, mais utilise le panneau du bas qui s'ouvre de la même manière. Si vous n'êtes pas convaincu, j'ai trouvé une vidéo de cette performance filmée par un spectateur. Remarquez que cette partie est colorée en noir pour cacher le panneau aussi bien que possible. Le pli du rabat inférieur est exposé lorsque la lumière le frappe juste ici. Deuxièmement, l'écart entre le rabat et le cadre métallique est assez important. Voici à quoi ressemblent les rabats sans toute la structure autour. Notez que lorsque le rabat supérieur bouge à ce niveau, on voit précisément ce pli du rabat supérieur lorsque la lumière le touche. La maîtrise impressionnante de cartes de Shin Lim chez Jimmy Fallon. Shin commence en demandant à Jimmy Fallon d'ouvrir un jeu de cartes neuf et de le mélanger. Il distribue ensuite, révèle le 4 de trèfle et le pose sur la table. Alors qu'il continue à distribuer, il retourne à nouveau la carte du dessus pour révéler qu'il s'agit toujours du 4 de trèfle et il répète l'action une fois de plus. Encore. Ensuite, Shin distribue des cartes du bas, mais le 4 de trèfle reste au-dessus. Il ramasse plusieurs cartes sur la table et commence à les distribuer une par une et chaque carte disparaît littéralement sous vos yeux. Tin demande alors à un membre du groupe de nommer n'importe quelle couleur et n'importe quelle carte.
Le volontaire prend le 6 de pique. Après le mélange à la cascade, il demande à Jimmy de réunir et égaliser les deux moitiés du paquet. Il distribue 10 paquets de cartes qu'il aligne sur la table. Fait remarquable, chaque paquet contient exactement le même nombre de cartes que sa position. Une carte dans le premier paquet, 2 dans le deuxième, 3 dans le troisième, etc. en arpétant. Puisque la couleur choisie était le pique, la carte du dessus de chaque paquet se révèle être le pique correspondant, de l'as au 10 de pique. Pour le final, Shin retourne le 6 de pique, choisi face cachée sur l'un des paquets, et en un instant, toutes les cartes se transforment en quinte flush royale de cœur. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent déjà ces manipulations initiales. La première consiste à pousser la carte du dessus tout en distribuant secrètement la seconde, créant l'illusion d'une distribution normale. Le deuxième mouvement que Shin a réalisé est connu sous le nom de distribution par le dessous, ce qui est clairement montré dans cette démonstration exposée. Ensuite, il a utilisé la technique de distribution laser, faisant disparaître les cartes en les posant sur la table. Voici la perception du mouvement par le magicien. Pour Shin Lim, après avoir caché toutes les cartes dans sa main droite, il les laisse discrètement tomber dans un sac dissimulé derrière la table. Vous pouvez le voir se débarrasser des cartes à ce moment-là. Passons à la partie intéressante où Shin a distribué les cartes en paquets avec un contrôle remarquable. Pour réussir ce tour, Shin Lim aurait besoin de 55 cartes, alors qu'un jeu classique n'en compte que 52. C'est pourquoi, quand Jimmy a ouvert le jeu, les jokers et cartes supplémentaires n'ont pas été retirés. Un jeu neuf de Bicycle Rider Back comprend 52 cartes en standard, 2 jokers et 2 cartes publicitaires, soit 56 cartes au total. Cela signifie que Shin doit retirer une carte publicitaire pour que le tour fonctionne parfaitement, afin que chaque paquet ait une carte supplémentaire, permettant ainsi au 10e paquet de contenir exactement 10 cartes. Mais voici le problème. Rappelez-vous, il y a un instant, Shin a fait un laser dealing avec 5 cartes qu'il a jetées derrière la table dans le savant. Cela signifie logiquement que le tour ne peut pas être exécuté. Cela voudrait dire que le jeu utilisé pendant la phase finale a soit été échangé, soit les 5 cartes qui avaient été jetées précédemment ont été secrètement réintroduites dans le jeu. Un indice clé sur la méthode que Shin a utilisée pour réaliser cet effet peut être observé si vous regardez le moment où il sépare les paquets pour montrer le nombre de cartes dans chacun d'eux. Pour ceux qui connaissent un peu la texture lisse et la glisse des cartes bicycles, surtout lorsqu'elles sont neuves et viennent d'être ouvertes comme dans le cas de Shin Lim, vous savez qu'il faut très peu de pression des doigts pour séparer les cartes. Et Shin, qui pratique la magie des cartes depuis plus de 10 ans, sait très bien qu'il peut les étaler facilement. Mais il ne l'a pas fait. La raison pour laquelle il a fait cela devient claire si l'on remonte au moment où il dirige son attention vers l'un des volontaires du groupe. Alors que tous se concentrent sur le volontaire pensant à une carte, on voit les mains de Shin passer derrière la table. À ce moment-là, il échange le jeu de cartes ordinaires que Jimmy Fallon avait mélangé contre un tout nouveau jeu, qui est en réalité truqué. Ce jeu truqué est conçu pour que le deuxième paquet ait un spray rugueux entre les cartes, tandis que les paquets 3 à 10 contiennent des aimants en néodyme. Par exemple, le troisième paquet contient un aimant dans la première et la troisième carte, enfermant une carte au milieu, mais pour séparer ce paquet de 3 cartes, il faut exercer une pression, ce qu'il fait précisément. C'est pareil pour le 4e, le 5e et jusqu'au 10e paquet. Les aimants sont ce qui maintient les cartes ensemble dans des paquets préarrangés et séquencés, donc la démonstration de Shin distribuant des paquets parfaits n'est pas uniquement basée sur la dextérité. C'est plutôt une illusion basée sur un gimmick conçu pour donner l'apparence d'une compétence impossible. C'est un magicien qui fait un tour. Cela ne veut pas dire que Shin n'a pas de talent, il en a absolument, mais il compte souvent sur des astuces. Ce n'est pas une mauvaise chose. Même le numéro d'Eric Chen, déjà mentionné, alliait astuces très créatives et grande dextérité. Je sais ne pas avoir répondu aux 2 grandes questions. Comment Shin savait-il que le volontaire choisirait le 6 de pique ? Et deuxièmement, avant même de commencer à distribuer les 10 paquets, il effectue un mélange à la cascade avec ce jeu truqué, et demande à Jimmy d'emboîter les 2 paquets l'un dans l'autre.
Logiquement, cela devrait complètement perturber l'ordre préétabli dans le jeu truqué. C'est là qu'il faut vraiment prêter une attention particulière aux mains de Shin. Remarquez qu'une fois qu'il introduit le jeu préparé, il les fait jaillir, d'accord? Il le dit à voix haute pour Jimmy, et dans le plan suivant, les cartes sont déjà entrelacées, et il simule le mélange des deux paquets. Il a réalisé ici un mélange anti-ferro, voici le résultat. Dans un mélange anti-ferro, lorsque les cartes en avatar sont jaillies très près de la main à un rythme contrôlé et stable, cela permet aux cartes de s'alterner, en dépassant l'une sur l'autre, et cela devient visible une fois que le jeu est à peu près aligné. C'est exactement ce que Shin faisait à ce moment-là. L'anti-pharaon donnait l'impression de mélanger deux paquets ensemble, mais en réalité, lorsque Jimmy les a poussés l'un dans l'autre, l'ordre du jeu est resté totalement inchangé. Les aimants implantés dans les cartes expliquent pourquoi le mélange de l'anti-pharaon semblait inhabituellement brusque. Mais malgré tout, rien de tout cela n'explique comment Shin a pu deviner quelle carte le volontaire allait choisir afin de préparer son jeu de manière à ce que tous les pics soient au-dessus dans chaque paquet. C'est là que le travail préparatoire intervient. Vous vous souvenez peut-être que j'ai parlé de la prestation de production de cartes de Shin, qu'il a également réalisée chez Jimmy Fallon, où il demandait au même volontaire de nommer n'importe quelle couleur à laquelle il pensait. Dans ce cas aussi, ce volontaire est en fait trompé à chaque fois, et il est obligé, avant le spectacle, de mémoriser une carte particulière. Cela ne signifie pas que le volontaire est sans complice de la prestation. En fait, il est trompé comme nous tous, et le concept de double réalité entre en jeu ici. Donc, dans la réalité du volontaire, lorsque Shin lui demande de penser à une carte, il pense à la carte qui lui a été imposée avant le spectacle, que Shin lui a spécifiquement demandé de retenir dans son esprit. Ainsi, plus tard, lors de la performance, il se rappellera tout de suite de la carte choisie quand on lui demandera. Les magiciens justifient si souvent cette préparation avant le spectacle en disant « Tu pourrais être confus pendant la performance, alors choisis une carte avant de commencer pour que tout se passe bien. » Dans notre réalité, nous supposons que le volontaire peut nommer n'importe quelle carte. Passons maintenant à la production finale de la quinte flush royale. C'est assez simple à expliquer maintenant que chaque paquet est préarrangé. Le paquet censé être le 6 de pique contient déjà 6 cartes. La carte du dessus est le 6 de pique, celle que nous voyons, et les 5 cartes restantes en dessous sont la quinte flush royale, mais en cœur. Quand Shin retourne la carte, le spray rugueux appliqué sur le 6 de pique le fait coller au dos du 10 de cœur lorsqu'il étale les cartes d'une main. La célèbre évasion des chutes du Niagara de David Copperfield. David Copperfield fait son entrée en hélicoptère et atterrit près du bord des chutes du Niagara. Il déclare alors qu'il va tenter quelque chose que personne n'a jamais essayé auparavant. La caméra pointe vers l'appareil d'où David Copperfield annonce son évasion. Il explique qu'il sera enfermé dans une boîte en acier de la tête jusqu'aux genoux, avec seulement ses bras qui dépassent par le haut et ses jambes visibles en bas. La boîte est enchaînée à un radeau flottant et à l'arrière du radeau se trouve un jet ski. Maintenant, le but de ce numéro semble fou, tout simplement parce qu'il l'est. Il affirme qu'une fois que le radeau atteindra les rapides, il aura moins de 60 secondes pour s'échapper de la boîte, détacher le jet ski et remonter le courant loin d'une chute de 49 mètres sur les rochers en contrebas. Pour compliquer encore les choses, ils enflamment le radeau avant qu'il touche l'eau. Il précise bien, pas de coupure, pas de trucage, un seul plan séquence, et tout ce que nous allons voir se passe en temps réel. Nous voyons ensuite le radeau être lâché. Il frappe l'eau, rebondit à travers les rapides, les flammes deviennent de plus en plus grandes. Son corps lutte visiblement, essayant de se libérer, mais le temps presse. La moto marine reste toujours attachée. Le radeau ne ralentit pas, et Copperfield descend toujours enchaîné à l'avant, alors qu'il fonce vers le bord des chutes du Niagara. Mais il est trop tard. Le radeau glisse sur le bord des chutes du Niagara et disparaît dans les eaux en contrebas. Pendant un instant, il n'y a rien. Juste de la brume. Chaos silence. Soudain, un hélicoptère apparaît au loin, avec Copperfield suspendu à une corde, vivant et indemne.
La première théorie, et peut-être la plus évidente qui a émergé, était l'utilisation d'un sosie. Je veux dire, si vous pouviez trouver quelqu'un qui ressemblait suffisamment à Copperfield de loin, vous pourriez le laisser à l'intérieur de la boîte pendant que le vrai David s'échappait. Un simple échange, non ? Les magiciens emploient des doublures depuis des siècles. Ce n'est pas une idée nouvelle. Un double convaincant peut vendre l'illusion quand les enjeux sont élevés et que le temps est compté. Soyons honnêtes, ici les enjeux étaient catastrophiques. Les chutes du Niagara ne sont pas une rivière tranquille. C'est un piège mortel, rugissant et tumultueux. Une seule erreur et la personne à l'intérieur de cette boîte n'allait pas seulement être mouillée. Ils allaient les battre Copperfield à son propre jeu en disparaissant à jamais. Peut-être que Copperfield était prêt à prendre ce risque, ou qu'il avait trouvé quelqu'un d'assez fou pour s'asseoir dans une boîte lancée vers l'oubli. Je plaisante, son cascadeur a démissionné à la dernière minute. Nous avons engagé un cascadeur pour faire les répétitions afin qu'il puisse filmer les répétitions avec un cascadeur. Il l'a fait une fois, puis il a refusé de recommencer. Lui et le pilote d'hélicoptère ont dit « pas de stratégie de sortie ». Maintenant, la deuxième théorie que certaines personnes avancent, c'est que Copperfield s'est caché à l'intérieur d'un jet ski creusé. Je veux dire, bien sûr, si tu pouvais te faufiler dans un jet ski creusé sans que personne ne le remarque, ça semble être un bon plan d'évasion. Mais voilà le problème. Le jet ski est attaché sur la même plateforme qui va être larguée dans l'eau. Si Copperfield s'était caché dedans, cela n'aurait rien changé. En plus, tout l'intérêt du tour, c'est que Copperfield s'échappe de l'appareil et revient sur la terre ferme en jet ski. Ce n'est pas qu'il reste assis dans un jet ski échoué pendant que la plateforme est immergée. Si le jet ski avait été laissé seul derrière, cela aurait peut-être eu un certain sens. David Copperfield a réalisé ce tour à la télévision, et la première chose que tout le monde soupçonnerait naturellement avec un numéro aussi dangereux, c'est s'il a utilisé des astuces de caméra pour accomplir l'illusion. L'un des aspects les plus suspects de cette performance en particulier, comparé aux autres grandes illusions de Copperfield, c'est que, contrairement à sa disparition de la Statue de la Liberté, celle-ci n'avait aucun témoignage de membres du public. Quand le rideau est tombé et qu'il ne restait rien, je n'y croyais pas. Votre réaction ? J'étais stupéfait. On voit des gens debout autour de lui au début, donnant l'impression d'un public en direct, mais il y a un souci. Ils disparaissent ensuite. On ne les voit plus à la fin, et si ce public était là tout le temps, pourquoi leurs réactions n'ont-elles pas été prises en compte ou tout simplement ignorées ? Pourquoi n'ont-ils pas recueilli de vrais témoignages ? N'oubliez pas que la disparition de la Statue de la Liberté par David Copperfield a eu lieu le 8 avril 1983 lors de son 5e spectacle télévisé intitulé « La magie de David Copperfield, la Statue de la Liberté disparaît ». Par ailleurs, l'épisode « Le défi des chutes du Niagara » n'a été diffusé que le 30 mars 1990, plusieurs années après. Donc ce n'est pas comme si David Copperfield n'avait pas déjà établi l'idée d'utiliser les témoignages du public à la fin de ses grandes illusions. Il l'avait fait mais a choisi de ne pas le faire cette fois. Maintenant, voilà le truc. Lorsque David Copperfield présentait ce tour, c'était sa seule et unique performance parmi ses grandes illusions, où il précisait qu'il s'agirait d'un plan continu sans trucage de caméra ni coupure, comme vous pouvez l'entendre le mentionner ici. Pas de montage, pas de trucage de caméra, juste un plan continu du début à la fin, eh bien... C'est ce que tous les magiciens à la télévision disent, mais si l'on reconsidère l'époque de Copperfield, il est important de se rappeler qu'il n'y avait pas beaucoup de magiciens à la télévision de son niveau à cette époque. À l'époque, le public n'avait pas Criss Angel, Dynamo ou d'autres magiciens pour comparer ses numéros et l'accuser immédiatement de trucage vidéo. Copperfield était la référence. Mais c'est là que les choses deviennent un peu floues, car même si Copperfield dit la vérité, il ne l'a dit que dans un contexte soigneusement encadré. C'est parce que si vous regardez attentivement, à partir du moment précis où il affirme qu'il n'y aura aucun trucage de caméra, les images montrent effectivement un seul plan, et une seule caméra le filme depuis le moment où il est enfermé dans l'appareil jusqu'à ce que la plateforme soit enflammée, jetée à l'eau, puis finalement précipitée par-dessus les chutes du Niagara. Mais ce n'est que la moitié de l'histoire, car même si la caméra était restée fixe pendant ce plan continu, ce qui s'est passé avant et après raconte une toute autre histoire, et les preuves de cela sont impossibles à ignorer. Je vais vous montrer 2 extraits de vidéo. Regardez bien pour voir si vous remarquez quelque chose d'étrange. Voici le premier.
Voici maintenant le deuxième exemple. Si vous n'avez rien remarqué d'étrange, élargissons et examinons la plateforme de plus près. Voyez-vous un caméraman visible quelque part, à part les 4 assistants et David Copperfield? Non, n'est-ce pas? Apparemment, toute la séquence était filmée par un seul caméraman, que l'on voit planer au-dessus du public en train de regarder l'acte, mais soudainement, d'une manière ou d'une autre, dans ce qui est censé être un plan continu, le caméraman semble s'être téléporté magiquement de la vue de face de la plateforme jusqu'au côté droit de David Copperfield, tout près, pour obtenir un plan relativement clair de lui en train d'être enchaîné. On remarque aussi le même saut étrange lorsque Copperfield est enchaîné près des pieds. D'après ce qu'on nous montre, le caméraman devrait se trouver bien plus loin, au-dessus de la foule, et non pas soudainement en train de regarder de près les pieds de croix de Copperfield. Mais ce n'est que le début du terrier du lapin, car si ce plan rapproché avait été filmé pendant la même période continue que les plans larges, cela aurait été suspect, mais encore un peu crédible. Mais le fait qu'il semble avoir été filmé plus tard, en post-production, rend la chose bien pire. Voici une preuve de cela. Regardez attentivement ce plan précis, juste avant que David Copperfield ne nous dise qu'il n'y aura pas de coupure de caméra. On peut clairement voir la position d'une chaîne juste ici, mais juste après une coupe brutale, quand on a soudainement un gros plan sur Copperfield, cette même chaîne a complètement disparu. La chaîne n'est pas la seule à trahir le tour. En fait, si vous regardez attentivement l'anneau qui le maintient et la distance entre sa ceinture et cet anneau, il y a un autre gros problème. Avant la coupe de montage, on peut clairement voir un espace assez important entre sa ceinture et l'anneau, mais juste après le gros plan où il parle à la caméra, cet espace rétrécit soudainement et l'anneau est beaucoup plus proche de sa ceinture. Cela ne suggère pas seulement que Copperfield a ajouté quelques séquences plus tard, cela signifie en réalité que tout le processus de tournage a été divisé en 4 parties différentes. La première partie, c'est lorsque l'on voit l'anneau le fixer sur la plateforme, filmé à un moment précis. La deuxième partie montre des plans rapprochés de lui parlant à la caméra. La troisième partie montre d'autres gros plans de ses pieds et mains enchaînés, filmés séparément. Et la quatrième partie est ce que Copperfield a appelé la séquence non coupée, la portion où il est enfermé à l'intérieur de l'appareil, la plateforme est enflammée et elle dérive vers les chutes. Mais même cette soi-disant séquence non coupée ne dure que jusqu'à ce que la plateforme tombe dans les chutes du Niagara et disparaisse dans la brume. Parce que justement, dans cette brume, il y a une transition floue qui dissimule une coupure, nous amenant au 4e et dernier extrait où Copperfield est suspendu à l'hélicoptère, arrivant de derrière les chutes. Maintenant, la déclaration de David Copperfield est techniquement vraie, mais le fait que l'on puisse repérer une transition et une coupure floue juste après que la plateforme tombe dans les chutes d'eau ne joue vraiment pas en sa faveur. Maintenant que les montages cachés ont été repérés, analyser son évasion étape par étape sera bien plus facile. Lorsque David Copperfield monte sur la plateforme, ses assistants enroulent une chaîne autour de ses poignets, mais elle n'était en fait pas vraiment verrouillée. On peut effectivement le voir sous cet angle. Le cadenas n'est attaché qu'à un seul maillon de la chaîne, et même pas correctement. Ce plan rapproché est vite remplacé par des images ultérieures, le rendant encore plus discret. Mais même de loin, il est difficile de croire que le cadenas relie réellement les 2 extrémités opposées de la chaîne. Un plan de suivi montre ensuite ses jambes enchaînées. Mais souvenez-vous, ce gros plan du cadenas censé relier correctement les chaînes ne fait pas non plus partie du plan en continu. Et juste après, la coupure où il parle à la caméra, les chaînes autour de ses jambes n'ont même pas l'air d'être correctement reliées, donc la preuve que ses jambes étaient solidement enchaînées était en fait inutile, parce qu'on sait déjà que ces images ont été filmées et séparément. Maintenant, si vous y réfléchissez logiquement, une fois qu'il est complètement enfermé dans l'appareil, les seules parties que l'on voit encore sont ses mains et ses jambes, et truquer des mains, des jambes et des accessoires de magie n'a rien de nouveau. La vraie question c'est, à quel moment a-t-il fait l'échange ? Cela devient évident quand on se rend compte que, immédiatement après le gros plan où il parle, il y a une coupure vers un plan large où il est déjà en position dans l'appareil. Les jambes visibles sont fausses. Alors où sont ses vraies jambes ? Elles sont cachées sous la plateforme, dans un faux fond, du moins pour l'instant.
Juste pour donner un peu de contexte à ces images actuelles, puisque cette partie a été filmée plus tard, le public n'est même plus présent. Si vous vous demandez si le public aurait vu ses jambes pendre ou le voir s'échapper par une trappe sur la plateforme, la réponse est non. Il ne l'aurait pas vu, car le public n'existe plus alors. Mais même si le public est parti, David Copperfield doit encore nous tromper, nous, les spectateurs qui regardons cela à la télévision. C'est pourquoi la séquence, qui montrait au départ une partie sous la plateforme, remonte soudainement, ajustant le cadrage pour garder le dispositif au centre. Ce mouvement de caméra habile masque totalement la seule issue possible de David Copperfield via la trappe cachée, mais il reste bien d'autres détails dissimulés dans ce dispositif. Lorsque la plateforme flotte sur l'eau près du bord des chutes, il y a un petit moment mais important que vous pouvez remarquer. Vous pouvez en fait voir les fausses mains être tirées à l'intérieur du dispositif, ainsi que les fausses jambes être rentrées aussi. L'anneau près du genou de Copperfield est en fait fixé aux fausses jambes. Vous remarquerez 2 bandes ou marques de couleur noire, une ici et une ici. Ces bandes commencent à une extrémité de la plateforme, mais ne s'étendent pas sur toute la largeur. Elles s'arrêtent précisément là où l'anneau rejoint les fausses jambes. Ces marques noires ne servent pas qu'à décorer, ce sont en fait 2 fines bandes transporteuses enroulées sur la surface supérieure de la plateforme. En activant à distance la bande transporteuse, l'anneau et les fausses jambes fixées dessus sont tirés horizontalement. Ce mécanisme ingénieux donne l'impression que David Copperfield retire ses jambes de l'appareil au dernier moment, alors que la plateforme approche du bord des chutes. En ce qui concerne les mains, elles ont été poussées manuellement vers le haut par David Copperfield pendant que la coque était placée sur lui et verrouillée en position avec l'aide de son assistant, juste ici. Maintenant, ce verrou, une fois relâché, permettait aux mains de retomber dans un compartiment caché à l'intérieur de la coque grâce à la simple gravité. Ces mains étaient mécaniques, c'est pourquoi vous les voyez bouger de la même manière répétitive que les fausses jambes. Les mains et les jambes suivent toutes deux un schéma mécanique similaire, répétant les mêmes petits mouvements à intervalles réguliers. Puisque nous parlons déjà des anneaux qui maintiennent Copperfield, il y a une autre petite erreur qui mérite d'être remarquée. Copperfield semblait pressé et a accidentellement montré que l'anneau autour de son cou n'était pas fixé à la base de l'appareil. On le voit bouger légèrement vers le haut en même temps que sa tête juste avant qu'il ne soit recouvert. C'est encore plus suspect si l'on considère que quelques instants plus tôt, l'assistante avait soi-disant verrouillé son cou avec un cadenas qui aurait été fabriqué en Chine. Voici ce qui s'est réellement passé à l'intérieur de la coque. Copperfield a ouvert une trappe située sous lui, un panneau qui s'ouvrait vers le bas lui permettant de sauter directement sous la plateforme. Ses jambes pendantes déjà en dessous, cachées à la vue. Après l'ouverture de la trappe, il n'est pas tombé tout de suite. Il s'est agrippé au poignet sous la plateforme pour contrôler sa descente. Après s'être abaissé hors de vue, la caméra a opportunément dézoomé, et l'engin désormais vide s'est éloigné en flottant vers le bord des chutes. Maintenant, place au final. Parce que nous avons déjà repéré la transition floue cachée dans la brume, il est logique de conclure que Copperfield n'a pas vraiment eu à se précipiter. S'échapper rapidement de la plateforme, sauter directement dans un hélicoptère et se positionner derrière les chutes du Niagara en temps réel aurait été incroyablement risqué à faire d'une seule traite. Et Copperfield lui-même a même admis à quel point il aurait été dangereux de se précipiter. C'était la partie la plus dangereuse de toute l'histoire. Donc ce qui s'est probablement passé, c'est que plus tard, peut-être même un jour, 2 ou 3 jours après le tour principal, Copperfield a filmé la partie où il est suspendu et sort dramatiquement de derrière les chutes. Si vous regardez bien, ses cheveux sont totalement secs, un détail évident que Copperfield a lui-même reconnu en plaisantant au fil des ans. Le plus incroyable, c'est que mes cheveux étaient secs. Magie. Parce que logiquement, si cela se passait en temps réel, il aurait dû être complètement trempé, dégoulinant d'eau à cause de la brume et du chaos autour des chutes, et non pas avoir l'air de sortir tout juste d'une loge. Le tour de la tige à travers le verre d'Hélène Cochlin. Hélène commence par dire qu'elle s'apprête à réaliser un tour unique au monde.
Sur la table devant elle se trouvent un verre, un tube en plastique et 2 bouchons percés en leur centre. Elle remplit le verre de lait à ras-bord. Ensuite, elle glisse le verre à l'intérieur du tube et fait remarquer qu'il n'y a aucun espace entre le verre et le tube. Aucun interstice, aucun espace caché, rien de suspect. Elle scelle tout avec le capuchon supérieur. Puis vient l'impossible. Hélène prend une tige en cuivre massif et la pousse directement à travers une extrémité, en traversant le lait et en ressortant de l'autre côté. Aucune fissure ni éclaboussure, aucun désordre. Elle retire la tige, enlève le capuchon supérieur, soulève le tube, et le verre était toujours parfaitement intact, rempli de lait comme si rien ne s'était passé. Mais elle n'a pas fini. Elle réalise ensuite un deuxième tour unique en son genre. Cette fois, cela implique la vieille raquette de tennis de son grand-père. J'utilise la vieille raquette de tennis de mon grand-père, décédé et qui ne s'en sert plus. Elle fait appel à Allison pour l'aider. La housse s'est montrée vide, la raquette est propre. Tout est juste. Elle met la housse sur la raquette, et en la retirant, on voit aussitôt les cordes apparaître. Hélène n'ayant fait que 2 tours dans ce numéro, commençons par le plus simple, le tour de la raquette de tennis. Penn a dit que la raquette était entourée d'un cadre élastique. La raquette de tennis est légèrement élastique. Cette phrase en dit plus qu'il n'y paraît. La raquette avait un gadget intégré, un anneau élastique conçu pour ressembler au bord intérieur du cadre. L'anneau en caoutchouc était replié et fixé en bas de la raquette. Un petit mécanisme de verrouillage l'empêchait de s'ouvrir brusquement, que l'on peut apercevoir brièvement lorsqu'elle lève la raquette. Un examen attentif montre comment l'élastique se superpose et révèle le pli. Comme vous l'avez sans doute compris maintenant, les cordes n'étaient pas réelles. Ce qui semblait être des cordes était en fait des bandes élastiques blanches dans le rebord pliable. Hélène a mis la raquette dans la housse, placé sa main gauche près du bouton et activé le mécanisme. Le rebord élastique s'est soudainement ouvert et verrouillé, donnant à la raquette l'aspect d'une raquette classique avec des cordes. La housse servait uniquement à cacher l'activation du mécanisme. Parlons maintenant du tour de la tige à travers la vitre qui a totalement trompé Penn et Teller. Penn a avancé quelques théories, devinant d'abord ceci. Le lait. Avait un petit joint au fond, mais ensuite la baguette est ressortie sèche. Après, Loïl a suggéré ceci. Puis nous avons pensé qu'il y avait un petit canal au centre. Si vous regardez attentivement, vous verrez que la tige a bien touché le lait. Son extrémité inférieure brille de liquide et il y a une goutte visible sur la main gauche d'Hélène. Une goutte de lait apparaît sur sa main quand la tige se retire. Notez aussi que le capuchon inférieur a un trou bien plus grand que celui du dessus. À la fin du tour, elle se tourne soudainement vers la gauche d'un air soupçonneux, glissant sa main gauche derrière son dos. Si vous continuez à regarder, un autre indice apparaît. Quand elle tient le verre, on voit le fond. Il y a un trou noir visible en dessous. Ensuite, il y a la tige elle-même. Comparez son extrémité avant et après qu'elle entre dans le verre. La partie qui entre ne correspond pas à celle qui en sort. Cela signifie logiquement que la partie supérieure de la tige n'a jamais quitté le verre. Elle est restée à l'intérieur. En gardant tout cela à l'esprit, voici comment l'accessoire est construit. Le verre et la tige sont tous les deux truqués. La tige a un embout en cuivre fixé à son sommet. Le reste de la tige est complètement normal. Hélène garde ses doigts enroulés autour du sommet pendant toute la performance pour cacher le bord de l'embout. Elle ne révèle cette partie supérieure que lorsqu'elle passe complètement dans le verre et disparaît par le trou de l'embout supérieur. Mais nous arrivons à l'apercevoir un instant juste avant qu'elle ne passe à travers. Maintenant, le verre lui-même ressemble à n'importe quel autre verre à boire, mais le fond est secrètement modifié. Un trou circulaire à la base correspond exactement au diamètre de la tige de cuivre. C'est ainsi que la tige peut passer directement à travers sans que le lait ne se renverse. Mais ce n'est pas tout. Ce trou est scellé avec un joint en plastique transparent, amovible, flexible et conçu pour s'attacher au bas de la tige de cuivre. Ce joint est pressé au fond du verre pour retenir le lait avant que la tige ne le traverse. Vous pourriez vous demander pourquoi ce joint et le trou n'étaient pas visibles lorsque Hélène versait le lait. La caméra est passée en vue du dessus seulement après que le lait ait rempli cette partie du verre. Et au moment où nous voyons la prise de vue en plongée, le joint est caché sous le lait et rien de suspect n'est visible.
Il y a aussi un deuxième joint en plastique transparent à l'intérieur du verre, placé autour du même trou au fond. Ce deuxième joint interne dans le verre est également fait de plastique souple et flexible, et il permet au capuchon en cuivre de la tige de s'appuyer dessus, créant ainsi un joint qui empêche le lait de fuir lorsque la tige est en mouvement ou qu'elle passe à travers. Revenons aux deux capuchons en plastique. Le capuchon supérieur, doté d'un trou étroit, guide la tige et assure son alignement avec le joint interne. Lorsque Hélène pousse la tige vers le bas, le joint en plastique du bas est expulsé en même temps. Le capuchon du bas a un trou assez large pour laisser passer le capuchon en cuivre et le joint en plastique collé. Et voici la véritable astuce. Le joint est préparé avec de l'octopalme sur sa face inférieure, qui est un composé adhésif réutilisable. Lorsque la tige sort par le bas, le joint en plastique colle à sa paume. Cette goutte de lait sur sa main, que nous avons remarqué au début, venait de ce joint en plastique maintenant pressé contre sa peau. Elle le garde caché, déplace légèrement son corps vers la gauche et glisse le joint dans sa poche arrière sous couvert de ce mouvement anodin. L'illusion dangereuse de la lame tournante de Criss Angel. Criss invite deux volontaires féminines du public à saisir ses mains et ses pieds alors qu'il s'allonge sur la table. Après qu'il ait été attaché à la table avec les deux anneaux, une lame de scie descend d'en haut en tournant et commence à le couper, lui et la table, provoquant des étincelles et le coupant en deux. Les deux moitiés de son corps sont ensuite montrées de près aux spectateurs. Criss est réputé s'entourer d'assistants triés, autrement dit de complices. Si vous avez vu mon analyse sur son illusion de séparation du corps, où il a assemblé des moitiés d'hommes et de femmes, vous savez déjà qu'il utilise aussi des montages vidéo astucieux. Bien sûr, nous savons que le corps de Criss n'a jamais été découpé. Beaucoup d'entre vous se rappellent sûrement l'illusion emblématique de séparation du corps de Copperfield, que j'ai aussi analysée, où il paraît être coupé en deux par une scie tournante. Difficile de ne pas croire que Criss s'est inspiré de ce classique. Dans la mise en scène de Copperfield, son corps et son assistante sont placés comme sur l'illustration. Mais pour ceux qui font attention, vous remarquerez que la même méthode ne peut pas vraiment être appliquée avec la version de Criss, car contrairement à Copperfield, qui était allongé sur le ventre, Criss était allongé à plat sur le dos, ce qui complique l'utilisation de la même approche. Cette différence implique que l'illusion demande une méthode légèrement différente. La position du corps de Criss dans la table est facile à comprendre, comme le montre cette animation. Pour la moitié ne montrant que les jambes, un contorsionniste peut adopter une position similaire, mais la flexibilité du torse a ses limites. C'est parce que cette courbe sera toujours plus large que l'épaisseur de la table, ce qui rend pratiquement impossible de cacher complètement le torse. Cela signifie que les jambes sont animatroniques. Dans les films de zombies, on utilise souvent des membres en silicone, et ici des jambes artificielles similaires sont employées. Ces jambes animatroniques y sont contrôlées à l'aide d'un système de télécommande pour leur donner du mouvement. Les jambes animatroniques recouvertes de silicone ont été fabriquées pour ressembler le plus possible à celles de Criss, mais cela reste tout de même visible. Cette comparaison montre clairement la différence entre ses vrais pieds et les pieds robotiques. Puisque ces jambes étaient bruns et télécommandées et programmées pour effectuer des mouvements spécifiques, vous remarquerez que ces jambes tressaillent et suivent un schéma particulier après la séparation. C'est là que la post-production intervient et fait de son mieux pour éviter de montrer trop de ce schéma. L'attention se porte rarement sur les jambes. On voit brièvement des jambes trembler de dessus, puis ce mouvement réapparaît plus tard sous un autre angle. Assez drôle, Criss fait en fait une erreur au moment où la lame tournante touche la table. Les étincelles visaient d'abord à simuler une lame coupant du métal. Cependant, au moment où la table se fend, vous remarquerez que les étincelles font partie d'un effet préinstallé à l'intérieur même de la table. Ce défaut est dissimulé du mieux possible grâce à une coupe rapide, mais il reste visible depuis un autre angle de caméra. Maintenant, vous vous demandez peut-être, le public tout autour de lui ne verrait-il pas Criss replier ses jambes pour se cacher dans la table, puis les jambes robotiques te placer son main sur la partie inférieure de la table ? Ne voient-ils pas cela ? Si, ils le voient. Parce qu'ils sont tous des complices placés là pour de fausses réactions. C'est aussi pourquoi on ne voit jamais de plan continu de lui allongé sur la table, coupé en deux. À la place qu'on avait vu, on a plusieurs angles de caméra différents assemblés pour donner l'illusion d'un seul plan continu.
Contrairement à David Copperfield qui finissait avec son corps restauré, la version de Chris Angel n'a pas vraiment de fin. Il n'y a pas de moment où Chris restaure son corps. Ça finit juste avec lui en deux, ce qui donne l'impression d'un tour inachevé. Le tour de magie de Tom Mullica où il mange des cigarettes. Dans l'une de ses performances les plus virales sur Internet, il commence le numéro en étalant un jeu de cartes, demande à un volontaire d'en choisir une, de la signer, puis de la remettre à Tom. Après avoir mélangé, il lui a demandé de choisir un nombre entre 1 et 52, affirmant que sa carte se trouverait exactement à cette position. Pendant qu'il parlait, il fumait une cigarette d'un air décontracté. Puis, il en a glissé une autre à l'intérieur, l'a allumée et l'a mangée. Il a léché une troisième cigarette, l'a jetée dans sa bouche et a continué ainsi jusqu'à avoir 4 cigarettes entassées à l'intérieur. Puis, comme si de rien n'était, il les a sorties, les a rallumées, a avalé les 4 d'un coup et a poursuivi le numéro, repoussant la limite à 8, puis à 12 cigarettes allumées en même temps. Ensuite, il a avalé des mouchoirs, a fourré les 12 cigarettes allumées tout dans sa bouche, les a mâchées et a tout avalé, laissant sa bouche complètement vide. Ensuite, il a demandé à la volontaire de compter jusqu'au nombre qu'elle avait choisi, mais sa carte n'y était pas. Tom, sans hésiter, a eu un haut le cœur et une carte pliée est lentement sortie de sa bouche. Il l'a dépliée, c'était bien la carte signée par la volontaire. Après avoir vu cela, nous avons tous une question en tête. A-t-il vraiment mangé une poignée de cigarettes en feu sans se brûler la gorge et l'intérieur ? Beaucoup diraient que c'était un tour, pas un exploit. Mais même si l'on suppose qu'il les a vraiment avalées, le corps humain pourrait-il digérer des cigarettes sans danger ? Je veux dire, on sait déjà que les cigarettes sont nocives, même lorsqu'elles ne sont pas ingérées, donc il est assez évident que essayer de les digérer ne finirait pas bien pour lui. Le bon sens suggère qu'il réalise un tour qui consiste simplement à cacher les cigarettes dans sa bouche temporairement et à les recracher derrière la table à ce moment-là. Voici le problème, les cigarettes sont allumées. Même avec de fausses cigarettes en matériaux non toxiques et du papier brûlé, les cendres resteraient assez chaudes pour brûler les tissus sensibles de sa bouche. Et on ne parle pas d'une seule cigarette ici, on parle de 12 cigarettes entièrement allumées dans sa bouche. Impossible de cacher Damani à l'intérieur tout en parlant naturellement avec le volontaire. Le plus gros indice serait la fumée visible qui s'échapperait, rendant impossible de la dissimuler. Le secret est dans l'usage des mouchoirs pendant le numéro. Ce n'est pas la première fois qu'un magicien s'en sert pour détourner l'attention. Prenez l'exemple de la bague disparue de Tony Clark. Dans cette performance, la bague était coincée entre le pouce et l'index droit, le mouchoir servant de distraction. Sa main près du bord de la table, il laisse tomber la bague derrière. Un concept très similaire est utilisé par Tom, où les mouchoirs servent à nouveau de diversion. Le moment crucial se produit lorsqu'il tend un mouchoir au volontaire pour qu'il essaie, comme une blague. Remarquez que quand sa main gauche s'étend, sa main droite saisit aussitôt un mouchoir, pour couvrir et recracher discrètement les cigarettes dans sa paume. Dans ce plan ralenti, vous pouvez même le voir montrer brièvement la boule de mouchoir avant de la laisser tomber négligemment sur ses genoux. Il utilise la même méthode lors de sa performance télévisée, se débarrassant discrètement de la boule de mouchoir remplie de cigarettes derrière la table, dès le début, en plaçant les cigarettes une à une dans sa bouche et la refermant. Il veille à ce que l'extrémité allumée de chaque cigarette soit toujours tournée vers l'extérieur, loin de sa gorge, et pousse aussi sa langue au fond de sa bouche. Cela empêche les cigarettes de toucher directement l'intérieur de sa bouche, tout en les maintenant derrière ses dents. Ce tour est risqué sans entraînement, je vous déconseille fortement d'essayer car vous risquez de vous brûler la bouche. Pour des magiciens comme Tom ou David Blaine, pousser à de tels extrêmes juste pour divertir n'est pas nouveau. Bien que la méthode de Tom soit risquée, elle s'appuie sur une technique astucieuse pour limiter ces risques. Il enveloppe d'abord le devant des 12 cigarettes avec un mouchoir dans sa bouche pour les isoler des extrémités brûlantes, puis il enroule un second mouchoir autour de l'arrière déjà protégé. On le voit même faire tourner la boule de mouchoir dans sa bouche. À ce stade, les cigarettes sont plutôt bien enveloppées dans le mouchoir. Et il mâche constamment pour comprimer la boule, la rendant plus petite et plus facile à dissimuler dans la main. Il enveloppe ensuite la boule avec un troisième mouchoir.
C'est parce qu'en expirant par la bouche, il réintroduit de l'oxygène dans les braises fumantes, ce qui ravive momentanément le processus de combustion. En conséquence, cela brûle légèrement et amincit le mouchoir, affaiblissant sa barrière, mais il l'a fait exprès pour prouver que les cigarettes brûlent encore. D'une certaine manière, il mange vraiment les cigarettes, mais sans réellement les avaler. Il ne fait que les mâcher pour les écraser autant que possible, en exerçant beaucoup de force avec sa mâchoire. Et maintenant, qu'en est-il du tour de cartes? Comment a-t-il réussi à la mettre dans sa bouche? Au début de la performance, juste après avoir pris la carte, il effectue un mélange à l'américaine pour la contrôler. Voici le fonctionnement du contrôle. Elle place d'abord sa carte sur la moitié inférieure du paquet, puis Tom pose la partie supérieure du paquet dessus, tout en gardant une séparation avec le petit doigt, comme ceci. Vous pouvez alors le voir soulever immédiatement la partie supérieure à partir de cette séparation et effectuer un mélange à l'américaine, où les cartes sont replacées en bas, En conséquence, sa carte se retrouve actuellement au-dessus du paquet. Il effectue ensuite un deuxième mélange à l'américaine, mais cette fois, lorsqu'il prend la partie supérieure, il utilise la technique du glissement, qui ressemble à ceci, pour s'assurer que sa carte reste toujours au-dessus du paquet. Ensuite, une coupe franche montre le paquet soudainement aligné sur la table devant elle. Lors de cette coupe franche, la carte a été discrètement pliée selon la technique Mercury, visible ainsi en vue exposée. La carte pliée est ensuite posée sur ses genoux. Comment a-t-il fait passer la carte de ses genoux à sa bouche? Regardez. Faites-le ou taisez-vous à jamais. Oui, il a profité du moment où il a laissé tomber le marqueur comme diversion pour passer derrière la table et glisser secrètement la carte pliée dans sa bouche. C'est pourquoi on aperçoit brièvement une bosse dans sa bouche après son retour de derrière la table. Le célèbre tour de restauration de canettes de soda de Heinemo. L'un de ces tours les plus célèbres lors de sa visite en Inde a commencé lorsqu'il a ramassé une canette écrasée au hasard dans la rue. Il l'a posée ouvertement sur le sol, pendant que tout le monde l'entourait, et d'un seul coup de pied, il a restauré la canette au point de pouvoir l'ouvrir et verser la boisson, juste pour montrer qu'il s'agissait bien d'une vraie canette. Bien sûr, Dynamo n'aurait pas pu restaurer la canette écrasée grâce à une sorte d'assistance démoniaque, comme certains commentateurs très intelligents pourraient bien le suggérer. Il aurait dû faire un échange, mais celui-ci ne concerne pas ses mains. Il s'agit d'une manipulation avec les pieds, pas les mains. Est utilisé, donc ces chaussures devraient être truquées d'une manière qui lui permette d'effectuer l'échange. Certains se rappellent peut-être des chaussures de breveté de Michael Jackson pour son inclinaison vers l'avant. Le talon de cette chaussure est conçu de manière à pouvoir s'accrocher à un clou incrusté dans le sol. Pour Dynamo, la méthode pourrait être inversée, plaçant le clou à l'intérieur de sa chaussure. Comme une canette de soda possède une languette qui pourrait permettre à un clou de s'y accrocher, il aurait peut-être pu tirer la canette de soda qui était plantée dans le sol. Mais voici le problème avec cette théorie. Tout d'abord, lorsque nous voyons la canette révélée alors qu'il soulève son pied, nous voyons d'abord le fond de la canette, puis le dessus. Cela indique que la canette était déjà au sol. Si la canette avait été tirée du sol, nous aurions vu le dessus en premier, puis le fond aurait été révélé progressivement. Deuxièmement, au moment où il ramasse la canette restaurée du sol, on ne voit aucun trou, et il est impossible que les spectateurs ne l'aient pas vu étant aussi proches. Troisièmement, juste après cela, il montre immédiatement la semelle de sa chaussure, et on n'y voit absolument rien. Même pas la canette aplatie d'avant. Alors, que se passe-t-il? Comment ce tour est-il possible? Eh bien, voici le secret. Il fait un tour de passe-passe avec le pied, mais avec un accessoire spécialement conçu qui lui permet de tenir la canette juste derrière, ou plutôt juste à côté de sa cheville, sous son pantalon. Cela explique pourquoi la canette n'apparaît pas directement sous sa chaussure, mais plutôt derrière sa chaussure. L'accessoire se porte à la cheville, un fil longeant sa jambe droite jusqu'à sa main. Lorsque Dynamo lève le pied et écrase la canette écrasée, la canette cachée est libérée à ce moment précis. Voici à quoi ressemble le mécanisme dans une vue exposée. Vous vous demandez sûrement comment cette canette aplatie a fini collée à sa chaussure. Ce tour est visible sur YouTube, réalisé par quelqu'un d'autre. Dans cette version, on peut clairement voir les punaises pointées vers le haut, implantées à l'intérieur de la canette écrasée.
Cela permet à la canette de s'attacher au talon de la chaussure de Dynamo lorsqu'il la relâche. Mais alors, pourquoi ne voit-on pas la canette écrasée, attachée au bas de son talon par la suite ? C'est parce que juste avant qu'il n'attrape la canette avec sa main gauche, on voit soudainement un changement de taille de plan. Le plan que nous voyons maintenant est zoomé, et cela était fait exprès afin que les manipulations de Dynamo avec sa main droite soient moins coupées. Ce que nous ne voyons pas clairement, c'est que la main droite de Dynamo passe sous son talon droit, retire la canette aplatie à la main et la glisse dans sa poche arrière. Ce n'est qu'après cela qu'il montre le dessous de son talon. L'incroyable numéro de manipulation de sable de Young Min dans America's Got Talent. C'est mon numéro de manipulation préféré, car Young ne se limite pas aux manipulations classiques avec cartes, bougies et balles. Voici sa performance. Young ramasse du sable, le transforme en baguette, puis enchaîne des disparitions et réapparitions. Il fait réapparaître la baguette de sable une fois de plus, qui se transforme alors visuellement en sable. Ensuite, il saisit une pincée de sable en l'air, crée un flot continu depuis son poing fermé et le divise en deux. Ensuite, il fait apparaître sans effort un grand anneau à partir de rien et le transforme à nouveau en sable, petit à petit au ralenti, terminant ainsi son incroyable numéro. Alors, comment a-t-il réalisé ces incroyables tours ? Voici le secret. Je sais que la plupart d'entre vous ont peut-être deviné le premier tour qu'il a réalisé, où il a sorti la baguette cachée dans sa manche gauche et l'a soigneusement tirée. Ensuite, il fait disparaître temporairement la baguette posée à l'horizontale. En fait, on peut le surprendre en train de montrer la position de cette baguette juste ici. Donc si on regarde du point de vue de Young, on peut voir qu'elle est appuyée contre sa poitrine. Il fait apparaître la baguette en plaçant son pouce sous celle-ci et la projette vers l'avant avec son majeur. Après cela, on peut voir dans la séquence ralentie qu'il est sans facile de surprendre la baguette en train d'être glissée dans la manche de son bras gauche. Avant qu'un nuage de sable ne soit projeté depuis son poignet gauche, on remarque l'ouverture dans sa manche gauche par laquelle le nuage de sable est libéré, mais la question est comment exactement cette machine à sable est-elle conçue et installée à l'intérieur de sa cape ? J'aborderai cela à la fin de l'explication, mais pour le deuxième tour, on peut le voir sortir à nouveau la baguette de sa manche gauche. Mais faites attention, si vous regardez attentivement cette baguette par rapport à celle d'avant, vous remarquerez qu'elles ne sont pas identiques. En fait, cette deuxième baguette ne semble pas du tout contenir de sable. Elle semble contenir des paillettes argentées. Vous remarquerez aussi une pointe noire sur cette baguette près de sa main gauche. En ralentissant la vidéo, on voit qu'il tourne la baguette dans l'autre sens avec 2 doigts, libérant paillettes et sable pour créer cette illusion. Pour les habitués des tours de magie sur scène, cela ressemble à une canne qui disparaît, creuse et rétractable lorsqu'on la tord. Or, la séquence ralentie de la performance de Young ne montre rien qui ressemble à une canne disparaissant. C'est un accessoire sur mesure, conçu pour son tour. Cet accessoire a une moitié avant en plastique transparent pour voir le mélange sable-paillettes et une moitié arrière en plastique noir couvrant les extrémités. En tordant les extrémités opposées, l'accessoire se sépare en deux. La pièce en plastique transparent tombe, libérant paillettes et sable, tandis que l'arrière noir se détache. Tout arrive simultanément. Maintenant que vous savez comment ce truc est fait, vous pouvez le voir démonter au ralenti. Vous voyez d'abord la pièce en plastique transparent tomber, puis le sable et les paillettes, et enfin la moitié noire à l'arrière. La pièce noire est trop cachée car tout se joue en un mouvement, dissimulé par le sable et les paillettes. Cependant, comme cette pièce en plastique a une certaine masse, vous pouvez voir, lorsqu'elle touche le sol de la scène, que le sable saute, exposant la tige noire près de son pied en pleine vue. Pour le troisième tour, il attrape un faux pouce caché à l'extérieur de sa cape. Bien que les producteurs aient coupé le moment qu'il aurait exposé en train de voler le faux pouce, ses mains sales ont laissé une trace sur son côté gauche, révélant où il avait placé sa main gauche avant la coupe. Ce faux pouce est rempli d'une petite quantité de sable, qui est libérée en le poussant légèrement vers l'avant. Vous pouvez le voir faire exactement cela avec sa main gauche. Cette petite production de sable aide à détourner l'attention du public de ce qu'il fait avec sa main droite. Remarquez comment son corps se tourne sur le côté alors que sa main droite attrape un cylindre rempli de sable qui a un petit trou au fond. Dans ce plan rapproché, vous pouvez apercevoir ce cylindre noir. Mais un simple cylindre rempli de sable n'explique pas comment il a pu, sans transition, couper le flux de sable en deux, donnant l'impression d'un effet purement numérique. Pour comprendre cela, regardez sa deuxième performance dans America's Got Talent, où il répète ce tour. Remarquez qu'à cause d'un mauvais éclairage, on peut apercevoir comment ce cylindre rempli de sable est conçu. Si l'on zoome attentivement, vous remarquerez qu'en ramassant le cylindre sur le sol de la scène, une extrémité noire en forme de cuillère reliée à un fil fin est visible juste derrière le sable qui coule.
En inclinant légèrement sa main en arrière, la pelle noire avance et interrompt le flux de sable, donnant l'impression que le flux a été coupé en deux. Voici à quoi ressemble le truc de près. Le cylindre possède un fil relié à une petite cuillère noire à une extrémité, conçue pour se fondre dans ses vêtements noirs. Le sable qui coule de sa main gauche, c'est simplement lui qui remplit son poing gauche de sable puis le relâche en synchronisant parfaitement avec le truc du fil. Le dernier tour de ce numéro peut sembler évident au premier abord, on pourrait penser qu'il a simplement sorti l'anneau de sa cape, mais cela devient très déroutant lorsqu'on se rend compte que l'anneau qu'il a montré au début n'était qu'un demi-anneau. Alors que son bras gauche se lève, l'autre moitié de l'anneau surgit soudainement. Que se passe-t-il? Observez bien l'anneau entier. Remarquez que la moitié gauche de l'anneau est légèrement plus grande que la moitié droite. Cette moitié gauche, comme vous pouvez le voir dans cette animation, se cache à l'intérieur de la moitié droite. Au départ, lorsqu'il l'a sorti de sa cape, il ne cachait que la moitié de l'anneau. Après avoir dévoilé la moitié, il a placé ses doigts au-dessus du deuxième anneau imbriqué et a commencé à le retirer. Cela a créé l'illusion impressionnante de l'anneau complet. Savoir comment ce truc est construit explique également comment il a pu faire disparaître l'anneau à la fin. Vous voyez clairement la moitié droite de l'anneau être poussée dans la gauche, puis tout le mécanisme est rangé dans une grande poche de sa cape. Mais qu'en est-il du dispositif de production de sable? Comment cela fonctionne-t-il? Le composant principal est un petit mais puissant souffleur d'air qui est attaché dans son dos, caché sous son costume. Un réservoir de sable, une poche souple remplie de sable sec, est fixée au souffleur. La poche est placée pour que la gravité fasse couler le sable dans le flux d'air lorsqu'elle est activée. Un tube flexible part du dispositif caché, passe par sa manche et arrive à une buse près de son poignet gauche. Pour activer le souffleur, il utilise un petit interrupteur placé près de son pied, car ses mains sont occupées avec les manipulations.